Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la politique à l'épreuve du numérique. Applications, pétitions à succès, périscope, les outils 2.0 deviennent les caisses de résonance de toutes les contestations. Un véritable défi politique, c'est le thème du débat à suivre. En silence médiatique depuis quelques semaines, Marine Le Pen a fait son retour sur le devant de la scène au Salon de l'Agriculture. Entre selfies et diatribes contre Bruxelles, la présidente du FN a été plutôt bien accueillie. L'édito de Marcelo Vesfried. Enfin, c'est le Super Tuesday ce soir, un enjeu de taille et un tremplin pour les candidats des camps républicains et démocrates aux États-Unis. On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci d'être en notre compagnie. Vos réactions et questions via le hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. L'urgence est déclarée pour sauver la réforme du Code du travail. Manuel Valls est à la manœuvre. Le Premier ministre a reporté un voyage prévu dans le Pacifique pour mieux mener les concertations avec les syndicats 2 jours seulement avant la journée de manifestation du 9 mars. Ce matin, c'est François Hollande en personne qui est venu au secours de la réforme El Khomri. Des améliorations seront apportées, a-t-il dit, à l'occasion d'une visite dans une entreprise de vente en ligne. On écoute le président de la République. Le texte a donné lieu à des interrogations, c'est assez légitime, à des questionnements, je les comprends. C'est pourquoi le Premier ministre a prévu une concertation. Vaut mieux prendre du temps pour mieux en gagner et pour faire en sorte que ce soit à la fin la France qui puisse réussir ensemble. Les organisations syndicales, les organisations également patronales seront reçues et puis il y aura une conclusion qui forcément devra amener les uns et les autres à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire à faire en sorte que nous puissions avancer. L'exécutif qui craint aussi la contestation des jeunes. Les principales organisations étudiantes ont appelé aujourd'hui à une journée d'action le 9 mars. Ils réclament le retrait du projet de loi travail. Stéphane Amalian. Ils disent non au projet de loi El Khomri. Plus de 20 organisations de jeunesse ont donné une conférence de presse ce matin. Objectif, faire front commun contre un projet qu'ils jugent inacceptable. La précarité, ce n'est pas pour nous. La précarité à vie, nous la refusons et nous souhaitons le retrait de ce projet de loi. Une position radicale défendue par les syndicats étudiants, les groupes féministes et le mouvement Jeunes Socialistes. Le président du MJS était présent ce matin. Il défend sa vision du socialisme très éloignée de celle du gouvernement. Je ne sais pas si je suis un frondeur, en tout cas je suis un socialiste qui se sent à l'aise quand il défend ses convictions et quand il défend ce pourquoi nous nous sommes battus pendant des années. Une présence remarquée par les jeunes du NPA qui attendent un engagement réel de la jeunesse du Parti socialiste. Aujourd'hui, si les MJS souhaitent mobiliser, qui mobilisent, tout en entendant le message qui est celui de la jeunesse et qui va être celui de la rue, celui des assemblées générales, qui n'est pas de s'arrêter en route, mais de réellement faire reculer le gouvernement et de réellement porter enfin nos propres intérêts. Une manifestation d'ampleur est prévue le 9 mars. La CGT a déjà décidé de participer au rassemblement initié par la jeunesse. Ce front syndical étudiant rappelle celui du mouvement contre le CPE. C'était il y a 10 ans et la mobilisation avait fait reculer le gouvernement. À Calais, 2e jour de l'évacuation du bidonville après les heures d'hier. Le démantèlement a repris dans un climat apaisé. Cabane après cabane, la zone est évacuée, nettoyée. Bernard Cazeneuve a répondu ce matin aux violences d'hier. L'activisme d'une poignée de militants extrémistes ne changera rien à la détermination de l'État. Cette opération va se poursuivre avec calme et méthode. Une place sera donnée à chacun, a dit le ministre de l'Intérieur. Suite des visites politiques au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen veut la peau du commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan. La présidente du Front National qui a reçu un meilleur accueil que François Hollande, porte de Versailles. En pleine crise de l'élevage, elle s'attaque à Bruxelles. On l'écoute tout de suite. C'est un salon de combat cette année. Les événements très graves que nous avions prévus d'ailleurs dans tous les domaines, eh bien, démontrent que nous avions raison. Et la situation aujourd'hui de l'agriculture et de l'élevage est une véritable catastrophe. Il faut maintenant engager
engagé un violent bras de fer avec Bruxelles. Parce que pour sauver la peau des éleveurs et des agriculteurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan. Ça, c'est une évidence. On passe à notre premier débat ce soir. Se mobiliser, contester passe désormais par de nouvelles méthodes, notamment par Internet. Analyse de ces formes de mobilisation avec Sonia et ses invités. Oui, les outils 2.0, caisse de résonance de toutes les contestations. Alors, il y a bien sûr le succès incroyable de la pétition en ligne contre la loi travail. Il y a eu via Facebook un appel à manifester le 9 mars. Et puis aujourd'hui, sur Periscope, eh bien, le président Hollande et ses équipes ont testé dans la douleur la démocratie directe, sans filtre et sans barrière. Alors, qu'est-ce que cela dit du pouvoir de notre société? Et est-ce que cliquer, c'est contester? On en parle avec nos invités ce soir. Cédric Degnaud, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes expert numérique, directeur général du cabinet de conseil Internet The Persuaders. Merci d'être avec nous. Judith Vintrop nous accompagne, bonsoir. Bonsoir Sonia. Reporter politique au Figaro. Pierre Aski est avec nous, bonsoir. Journaliste, cofondateur du site d'information Rue 89. Et François Mickey-Marty, bienvenue, bonsoir à vous. Sondeur, président de l'Institut d'études et de conseil Viva Voice. Alors madame, messieurs, avant d'évoquer le succès de la pétition en ligne et les nouvelles formes de contestation virtuelle, je voudrais vous faire réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui. François Hollande, on le raconte aux téléspectateurs, était en visite dans les locaux de la société Showroom en Seine-Saint-Denis. Et puis, Judith Vintrop, ses conseillers ont décidé d'utiliser l'appli de streaming vidéo Periscope pour rendre compte de sa visite et des échanges avec les salariés. Mais voilà, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de barrière, il y a eu des insultes. Est-ce qu'on touche là à la limite justement de l'utilisation du politique à ces outils ? C'est une erreur grossière quand un président qui est dans les abysses des sondages se prête à ce jeu-là. Il est sûr d'être trollé, pour prendre le langage adapté à l'outil, et c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, je ne comprends pas ce qu'il les a pris, ce qui leur est passé par la tête. C'est votre avis, Pierre Aski, parce que le conseiller en communication du président, Gaspard Ganser, assume totalement, mais est-ce que vraiment c'était le moment après notamment les insultes du salon de l'agriculture? Voilà, ce qui est étrange, c'est que insulter le président, quand les tabous sont tombés et qu'on insulte le président face à face au salon de l'agriculture, des gens qui sont bien à l'abri derrière leur smartphone ont encore moins d'inhibition pour l'insulter, parce que c'est un personnage qui est aujourd'hui fragilisé et qui n'a plus ce type de respect. Là où il y a une erreur incroyable de l'équipe présidentielle, c'est qu'il y a un an, cette application Periscope, elle a été créée il y a un an. Le lendemain de sa création, Nicolas Sarkozy l'a testé, enfin son équipe l'a testé lors d'un de ses meetings. Et il a eu exactement la même chose, Sarkozy. Il y a un an, il a reçu toute une série d'insultes et de messages provocateurs, etc. Et l'équipe de l'Élysée n'avait pas dû suivre, c'était tout frais, personne n'avait encore remarqué véritablement l'importance de ce système. Et ils refont la même erreur un an plus tard. Je pense que c'est une erreur d'autant plus grave qu'il y a des systèmes sur Periscope qui permettent de filtrer et de limiter les gens, un certain nombre de comptes sélectionnés qui peuvent apparaître sur l'écran. Oui, avant de poursuivre l'analyse politique avec François Mickey-Marty, Cédric Degnaud, c'est vrai qu'on peut contrôler ses réactions. En même temps, est-ce qu'on peut reprocher à la fois au président, il a laissé libre cours à la démocratie directe, justement, alors qu'il y ait des insultes? Bon, on peut dire... Il y a un momentum qui est un petit peu bizarre, effectivement, parce que ça se passe en même temps que la pétition en ligne, justement, qui montre un petit peu le rejet du gouvernement. Ça se passe après sa visite lors du salon de l'agriculture. Donc effectivement, le momentum de la communication peut paraître un petit peu bizarre en soi. Il y a une autre règle qui a changé, et Pierre de coup pourrait en parler, c'est que historiquement, finalement, sur Internet, il y a des règles un petit peu de modération à priori, c'est-à-dire que généralement les messages sont regardés et puis on est un petit peu vigilant sur ce qui va être diffusé sur Internet. Là, les nouveaux supports, que ce soit de la vidéo ou que ce soit d'autres supports, on est en live finalement. Et tous les messages du coup que les gens postent pour réagir, il n'y a pas de modération et tout peut s'emballer extrêmement vite. Alors on parle effectivement beaucoup sur Internet du troll, et effectivement les trolls sur Internet du coup s'amusent. Sur Twitter, c'est anonyme, c'est anonyme. Donc c'est un défouloir. Mais François Mickey-Marty, comment est-ce qu'on a pu livrer, parce que c'est le mot, le président, et le livrer vraiment à ce genre d'exercice quand on connaît sa cote d'impopularité en ce moment?
Oui, je crois qu'il y a une illusion sur cette idée de démocratie directe ou censément directe précisément. C'est-à-dire qu'un site comme celui-ci, comme Periscope, ne me paraît pas être en soi un vecteur nécessairement démocratique. C'est un moyen de communication complémentaire. Et les réactions qu'on lit, que vous transmettez là, sur ce site en réaction, ces trolls, ne paraissent pas être non plus des éléments de vertu démocratique. Voilà. Donc je crois qu'il y a une illusion probablement, peut-être de la part des, je ne sais pas, des responsables de la communication autour du président de la République, et probablement aussi des gens qui utilisent tout ça. Au fond, compte tenu de la médiatisation aujourd'hui de François Hollande, on le voit quasiment tous les jours. On a une surmédiatisation du président de la République, qui est probablement sans précédent, démultipliée par les réseaux sociaux. Sur le projet El Khomri, on ne le voit que depuis très peu de temps. C'est vrai. Il a laissé Manuel Valls sur fond assez longtemps. Là, a-t-il besoin de cet élément supplémentaire? C'est très intéressant. Ce soir, on parle plus des incidents sur Periscope que du fond de ce qu'a pu raconter le président de la République. Donc il y a, au fond, probablement, c'est mon opinion, mais une inutilité de cet excès de vecteurs de communication plus que de démocratie directe. Il y a juste un autre élément que je pense qui a été sous-estimé, c'est qu'on sait depuis quelques années que les groupes qui n'ont pas accès aux grands médias, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, ont une surreprésentation dans tous les forums et dans toutes les interstices qui s'ouvrent à eux sur Internet, et que voilà, le président qui est en live de cette manière va attirer toute cette mouvance qui cherche des moyens de faire passer son message, et qui le fait généralement de manière extrêmement agressive. Alors les interstices, comme vous dites, sont très nombreux. Judith Vintraube, il suffit aujourd'hui d'un mot-clé ravageur, ou en tous les cas vraiment qui claque contre un projet de loi, le projet de loi El Khomri, et ça part très vite. Est-ce qu'Internet, selon vous, remplace aujourd'hui la rue? Est-ce que c'est le nouveau terrain de contestation virtuelle? Est-ce que cliquer, c'est contester aujourd'hui? Alors c'est un terrain de contestation. Contrairement à la rue, ça peut préserver l'anonymat si on le souhaite, et puis ça n'engage pas. Aller manifester, c'est quand même une forme d'engagement, c'est du temps pris, c'est accepter de éventuellement se montrer à sa famille, à ses proches. C'est pas du tout pareil. Là, vous parlez de la pétition c'est Caroline Dehaas, oui, militante féministe, qui dit très très fort et partout qu'elle est chef d'entreprise pour crédibiliser son initiative, parce que sinon on la connaissait plus comme... Elle l'a dit sur ce plateau, elle a 3 ou 4 salariés, je crois. Oui, alors il faut savoir, ces 3 ou 4 salariés, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait, Caroline Dehaas? Elle vend du conseil en sensibilisation au sexisme contre les femmes. Et comment elle le vend aux entreprises qui le financent sur les fonds de la formation. Et grâce à quoi? Grâce à un dispositif qui était dans la loi dite pour l'égalité réelle, promulguée en 2014, loi qui a été faite par Najat Vallaud-Belkacem quand Caroline Dehaas était sa collaboratrice au ministère des Droits de la Femme. C'est quand même une optimisation de la carrière absolument parfaite. Et ça ne lui donne aucune compétence pour parler des entreprises, contrairement à ce qu'elle prétend. Mais je pense que c'est vrai, sans doute, ce que vous dites. Mais pas sans doute, dites-moi que c'est pas vrai. Non, c'est pas. Mais je pense que c'est pas. Allez voir la loi. Je pense que c'est une mauvaise focale pour observer le phénomène. C'est elle qui assoit sa légitimité. Les 900 000 personnes ou le million de personnes dans quelques jours qui auront signé la pétition se moquent de savoir qui est Caroline Dehaas. Oui. C'est-à-dire que quand vous voyez les youtubeurs qui ont fait ce hashtag on vaut mieux que ça, quand vous voyez les gens qui aujourd'hui véhiculent la pétition, on est bien au-delà de savoir qui l'a lancé. C'est-à-dire que la politique et Internet... Vous croyez au spontanéisme? Non, c'est pas ça. C'est que la politique et Internet, c'est très intéressant parce que c'est pas nouveau. Souvenez-vous de Ségolène Royal, sa campagne de 2007, c'était la démocratie participative, c'était en ligne, etc. Tous les partis politiques ont essayé de maîtriser cet outil. Ils ont tous créé des réseaux sociaux, ils se sont tous plantés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ça vient d'ailleurs, ça vient de petits jeunes sur Internet. On a méprisé les youtubeurs en disant oui, ils vont sur Canal+, ils sont sympas, ils sont dans leur chambre à coucher, ils font des gags. Sauf qu'en même temps, il y avait aussi des jeunes qui parlent politique et qui disent des choses extrêmement compliqué à entendre pour les adultes que nous sommes, médias, politiques, instituts d'études, chercheurs, tous, parce qu'ils nous rejettent.
Et ils nous rejettent et ils ont, Donc vous dites ils ont que un ce public. genre C'est ça qui est. forme de contestation, c'est une sorte de, je sais pas, de réponse. Alors je veux dire l'establishment, c'est pas le bon mot, mais une réponse à un système politique médiatique. Moi, qui était jeune en mai 68, pour moi c'est mai 68, c'est-à-dire que c'est la société de papa, donc la nôtre, qui est rejetée par cette génération, qui utilise les outils qu'elle a. Et qui est crédible de ce fait. C'est ça qui est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'il faille encore résumer finalement le média Internet à un média utilisé uniquement par les jeunes parce que c'est Periscope, Instagram et autres. Aujourd'hui, ce que l'on constate effectivement, c'est qu'il y a, et par rapport à la question que vous aviez, c'est qu'il y a une facilité effectivement à s'engager. Et je pense que le terme n'est pas le bon. Il y a une facilité à faire un clic sur Internet, à faire un like finalement. Et ça n'engage pas à grand-chose de faire un clic. Ça a fait reculer le gouvernement déjà. Ça fait reculer certes le gouvernement. C'est une manière. Ce qui est quand même un signe. Ce qui est un signe incroyable. Vous avez une remarque très intéressante là sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui vous dit mais ça n'a aucun effet du point de vue du droit français, c'est juste une vaguelette, un verre d'eau. Et il fait la comparaison avec les Américains où une pétition avec un certain nombre de signataires, oblige une réponse, entraîne une réponse en tout cas officielle. Alors effectivement, vous posiez tout à l'heure la question de cette de la démocratie, directe. Aujourd'hui, tout ce qui est pétition en ligne en France, ça a un intérêt politicien. On a vu notamment qu'un élu de droite a voulu lui aussi lancer sa pétition sur change.org, qui a retenu une popularité. Qui est-il Dominique Régnier, je crois, mais qui a retenu une popularité beaucoup moindre finalement. C'est une tentative de l'opposition de récupérer un mouvement sur le web. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a une complémentarité aujourd'hui. Internet ne remplace pas ce qui se passerait dans la rue. Et qu'il y a 10 ans en arrière, alors les médias n'étaient pas les mêmes, Periscope n'existait pas, Twitter n'existait pas, ou en tout cas pas encore sous cette forme. Et pour autant, effectivement, les jeunes sont descendus effectivement de la rue. Vous dites c'est complémentaire. François Mickey-Marty, est-ce que ça ne remplace pas aussi les mobilisations de rue? On va voir ce que cela va donner le 9 mars, mais il faut bien l'avouer qu'il y a de moins en moins de grèves aujourd'hui dans le pays. Alors, je crois que ce qui se passe là est très intéressant par l'ampleur à laquelle on assiste sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, la pétition, Facebook, Twitter, pas uniquement des clics, il y a aussi des gens qui parlent, il y a des débats, il y a du texte. Je crois que c'est au fond une nouvelle forme de démocratie qui n'est pas réductible à Internet. Une démocratie vitaliste, c'est-à-dire au fond une démocratie de rapport d'influence qui repose beaucoup sur de l'activisme. Si vous lisez les contenus des échanges sur Facebook à propos de cette loi, le projet de loi El Khomri, on a à la fois une dimension identitaire très forte. Il y a eux, effectivement, je reviens à ce que vous dites, eux, le système en gros, et puis nous, le peuple, et ça va plus loin que ça, c'est au-delà du peuple. La vie, les mots qui sont utilisés sont très proches de la vie quotidienne. Et puis, il y a une dimension affinitaire qui est très forte. C'est-à-dire, au fond, des échanges qui se font dans une familiarité entre des personnes qui se retrouvent sur Facebook pour contester. Donc, non, mais c'est plus qu'une jeune. Je ne suis pas sûr que ça soit une tribu jeune. C'est-à-dire que ça a un rapport de force extraordinairement. Quand on regarde l'âge des gens. Bien sûr, il y a des traductions politiques très fortes. Lorsqu'on a une pétition contre la condamnation de Jacqueline Sauvage, le président de la République prend une décision. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le nombre atteint un degré de puissance, et puis surtout, ce sont des gens qui se mobilisent. Compte tenu de l'affaiblissement de la démocratie représentative, des gens qui vont de moins en moins voter, de l'usure, au fond, du crédit accordé à représentants traditionnels, là, il y a une vie démocratique. C'est-à-dire, au fond, des gens qui agissent, pas uniquement par clic, qui parlent. Et je crois que cette force-là est quelque chose qui est doté d'une puissance pertinente supplémentaire parce qu'elle est vivante. Beaucoup plus qu'une démocratie. Je pense qu'il faut relativiser aussi les 800 000 votants au clic. C'est pas forcément des citoyens français. N'importe qui a accès à Internet, n'importe qui a accès à cette page et du coup peut faire un clic. Donc les chiffres sont importants. Il y a des marges d'erreur, mais effectivement, il y a quand même un problème que... Pardon. Allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est le royaume des lobbies et des groupes organisés qui n'ont pas accès aux médias dits officiels. Donc... qualifier ça de démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est un visage découvert. Je suis désolée, je suis un peu basique. Mais ils sont à visage découvert. Les youtubeurs en question, ils ont fini sur rue. Les gens leur donnent de l'argent. Vous parlez de quelques personnalités. Vous ne parlez pas des 800 000. Mais les 800 000, ils ont signé un texte malgré tout. Je pense que c'est une erreur de sous-estimer ça parce que pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a explosé sur la loi El Khomri?
On l'a entendu dans le sujet tout à l'heure sur la préparation du 9 mars chez les jeunes, parce que c'est des jeunes qui sont aujourd'hui en attente de rentrer dans le monde du travail et qui savent qu'ils vont vers la galère et la précarisation. Et cette loi, il l'interprète comme la précarité à vie. Et c'est pour ça que ce sujet a explosé. Les mêmes, Caroline Dehaas et quelques autres, c'est pas leur premier coup d'essai. C'est eux qui ont lancé l'année dernière, au moment du référendum qu'avait organisé le PS. Ils ont organisé, avec Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, ils avaient organisé un référendum en ligne qui a eu un petit succès comme ça, mais ça n'a pas pris parce que c'était très politicien. Et vous avez ces youtubeurs, ils sont en permanence à parler de sujets. Là, tout d'un coup, sur la loi El Khomri, ça a explosé parce que c'est concernant pour cette génération. Ça entre en résonance. Ça entre en résonance avec... Et c'est pas moins démocratique. C'est pas moins démocratique des inquiétudes, que de descendre dans la rue. Avec des inquiétudes qui, précisément, sont la cible du projet El Khomri. Ce sont des gens qui sont les victimes favorites du système du travail tel qu'il est organisé en France, hein, les jeunes comme les seniors, comme les vieux, auxquels on propose un changement et qui disent non, ça va être pire quoi qu'il arrive, et qui maintiennent une mobilisation dont effectivement il faudra voir à quel niveau elle s'établit le 9 mars, alors même que ce n'est plus le jour de la présentation du texte en Conseil des ministres. Et qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Parce que moi aussi je suis allée voir leur justification. Ils vous expliquent qu'on casserait le mouvement si on changeait la date de la manif ou des manifestations, puisque ça va être national. Donc il faut quand même relativiser tout ça, rester très calme, se rappeler que l'UNEF, qui devient un des acteurs principaux de la contestation, parce que les syndicats adultes sont plutôt en retrait finalement, puisque le gouvernement nous propose de discuter, discutons avant de décider, Malgré tout, on a non, je voulais juste finir sur l'UNEF qui donc est amené et tient déjà un rôle assez majeur. L'UNEF, par exemple, le député frondeur Pascal Cherki, il a décidé d'accorder 54%, c'est le canard enchaîné de demain qui le révèle, de sa réserve parlementaire, 70 000 € à l'UNEF. Oui, donc qu'il y ait un combat politique et peut-être une marionnette. Mais ça n'a aucun rapport avec les positions comme Cherki contre le gouvernement. Oui, mais il faut donc pas se laisser bercer par le caractère absolument nouveau des outils de communication. C'est des vieilles ficelles, des vieux discours. Cette pétition dont on parle, comme vous le dites, c'est la loi sur le travail. Est-ce que justement c'est parce que ce thème-là, finalement, il cristallise aujourd'hui toutes les contestations, il y a des fantasmes, il y a des angoisses, et j'insiste sur les fantasmes, parce que je ne sais pas si tous ceux qui ont cliqué, ont lu. D'ailleurs, pour lire je ne sais pas combien de pages, il faut quand même avoir beaucoup de temps. Mais ça a charrié beaucoup de fantasmes. Est-ce que c'est cela aussi qui a fabriqué aujourd'hui cette pétition incroyable? Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement, ce texte est un symbole de tous les vecteurs de précarité et l'opposition entre ceux d'en haut contre une France d'en bas, en renouvelant ce clivage-là. C'est-à-dire ça n'est plus la France d'en haut contre la France d'en bas, déclassée, celle des milieux périphériques, périurbains, etc. C'est une France d'en bas beaucoup plus jeune, beaucoup plus connectée, mais qui s'estime menacée par la précarité. Donc ça renouvelle ça. Et puis par ailleurs, ça devient très puissant dès lors que c'est adossé à des mouvements syndicaux traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a une articulation là entre la pétition, le réseau Facebook, ils sont venus après, alors ils sont venus après, mais les termes utilisés, grève générale, ça rappelle les souvenirs pour les plus anciens d'entre nous du syndicalisme révolutionnaire du début du XXe siècle. Et puis, lorsqu'on regarde, alors là je rejoins ce que dit Judith Vintraube, lorsqu'on regarde les membres qui ont fondé notamment le site concernant l'adoption de cette loi, on a 9 des 18 fondateurs qui sont membres de la CGT. Donc il y a des mouvements syndicaux qui sont en articulation avec ces... Derrière, ça s'appelle derrière. Oui, mais c'est là que ça devient puissant. C'est-à-dire que si vous avez donc, attention des relais de ne pas dire que c'est complètement plus spontané, personne n'est naïf pour savoir qu'il y a quand même, Pierre Aski, des forces derrière, syndicales et politiques, c'est une évidence. Mais je pense que ces forces ne se seraient pas mises en branle, et en particulier le texte Martine Aubry, etc., c'est-à-dire cette fêlure à l'intérieur du Parti socialiste, si ces gens-là n'avaient pas le sentiment qu'il se passait réellement quelque chose. Et je pense que
il faut même remonter un tout petit peu plus loin. Cette crise, elle survient juste après la bataille de la déchéance de nationalité, c'est-à-dire quelque chose qui a fortement ébranlé le peuple de gauche, comme on disait autrefois. C'est une condamnation globale, d'ailleurs. Et qui se portait sur les valeurs. Et beaucoup de gens se sont sentis trahis par cette insistance du gouvernement là-dessus. Et tout d'un coup, on leur met une deuxième couche qui est cette loi. Et je pense que tout ça est aujourd'hui à suivre de très près, parce que je crois pas à la thèse de l'instrumentalisation. Je pense pas que trois bonzes de la CGT sont en mesure aujourd'hui, de déclencher un mouvement pareil. Ils aimeraient bien, je peux vous dire. Je pense qu'ils aimeraient beaucoup, mais ils ne sont pas capables aujourd'hui d'être à l'initiative d'un mouvement de cette ampleur. Et quelle a été la réponse politique, Cédric Vigneault? Parce qu'il y a eu une réponse à cette pétition virtuelle qui a été vraiment moquée sur les réseaux sociaux. C'est la loi El Khomri qui a parlé en son propre nom sur les réseaux sociaux. C'est assez inédit, ça, quand même. Qui a parlé en son propre nom, effectivement, qui a utilisé le je suis la loi. Et du coup, sur Twitter, effectivement, le compte a été créé par rapport à ça. C'est pas la première fois que le gouvernement utilise un petit peu cette forme de communication, même si la première fois, du coup, ils avaient utilisé le il ou le elle. Mais effectivement, ça prouve néanmoins, parce que ça a été assez rapide, que la mise en place a été assez rapide en soi. Donc ça prouve néanmoins une certaine réactivité du gouvernement à vouloir être plus pédagogue, plus transparent finalement dans l'explication de cette loi qui peut paraître obscure ou qui peut être incomprise finalement parce que caricaturée. Donc néanmoins, il y a eu cette volonté d'être un peu plus pédagogue, un petit peu plus proche. Après, effectivement, dans la forme, il y a forcément des couacs. Le problème, c'est que c'est le même sujet que Periscope au début, c'est qu'ils veulent faire jeune, et donc on met des hashtags partout. Avec du vieux, c'est ça. On va créer des comptes Twitter et on va utiliser le dernier outil à la mode, et on se prend les pieds dans le tapis parce que, ça ne passe pas. C'est-à-dire que le compte est devenu la risée parce qu'il utilise les codes sans en avoir vraiment les moyens. Quelle leçon vous retenez, parce que vous avez une expérience dans vos différents domaines. Judith Vintraud, politiquement, quelle expérience il faut retenir de cet épisode? On va voir ce que ça va donner le 9 mars. Ça va être très intéressant de voir le nombre de signataires de la pétition et le nombre de personnes dans la rue. Une très très vieille leçon. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. L'origine de tout ça, c'est l'ambiguïté du gouvernement, la façon dont il s'y est pris, ou plutôt pas pris, pour vendre son texte. Jusqu'à il y a très peu de jours, quand ils ont décidé de changer l'intitulé du projet El Khomri, qui devait être pour la liberté des entreprises et des salariés, et qui devient pour la protection des entreprises et des salariés. Alors là, je comprends les jeunes et je comprends les adversaires du texte. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve dans les intentions du gouvernement? Donc voilà, on verra ce que ça va donner le 9 mars. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, de ce mouvement. Merci beaucoup pour cette analyse, ce débat. Il y en a une justement qui utilise un petit peu et de plus en plus, c'est son blog qu'elle a créé. C'est Marine Le Pen, qui essaye de contourner les médias traditionnels. On va en parler, c'est l'édito politique ce soir. Marine Le Pen. Alors, il y a eu des selfies, des dégustations, bien sûr, des poignées de main avec les paysans. Marine Le Pen est restée plus de 10 heures. Record battu au Salon de l'Agriculture dans une ambiance. Marcelo Westphried, bonsoir. Bonsoir, une ambiance Sonia. très, très différente de celle de François Hollande. Il faut le dire, c'est un accueil, un bon accueil. C'est un bon accueil et elle peut se vanter d'avoir passé finalement une journée tranquille, 10 heures, dans les allées du Salon. Rien à voir avec, évidemment, les sifflets de François Hollande. Rien à voir aussi avec ce qu'on a connu à l'époque de Jean-Marie Le Pen, son papa, où c'était beaucoup plus tendu. Là, c'était bienveillant, les gens faisaient des selfies. On sent qu'entre ce FN, nouvelle version, on va dire, diabolisée, et le monde paysan, quelque chose est en train de se passer. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Il y a électoralement une vraie percée. On considère, si on regarde les sondages, qu'il y a pratiquement un gros tiers des agriculteurs qui sont prêts, qui se disent prêts à voter pour Marine Le Pen en 2017. C'est beaucoup. Et c'est d'autant plus impressionnant que le monde agricole était un milieu très à droite, avec des syndicats très puissants qui encadraient le terrain, comme la FNSEA, est très à droite. C'est des travailleurs indépendants, c'est des petits propriétaires. On n'était pas du tout dans l'extrême droite. Et là, on a une percée qui est due notamment à, évidemment, la crise agricole, avec un discours de la part du Front National qui fait mouche, avec un bouc émissaire qui est l'Europe. C'était très clair aujourd'hui. L'Europe qui
qui permet qu'on travaille avec des Roumains ou des Polonais pas chers, qui fait que l'Europe, qui fait que l'étiquetage est ce qu'il est. Et aujourd'hui, elle a eu une charge extrêmement violente, Marine Le Pen, en disant qu'il fallait faire la peau, carrément faire la peau, c'est son terme, au commissaire européen de l'agriculture. Donc elle a été extrêmement violente. Le problème, c'est que ce discours-là, il peut séduire les mécontents, mais il peut également leur faire peur à un certain nombre d'agriculteurs. Ah, leur faire peur. Pourquoi? Tout simplement parce que le producteur de porc, il a besoin d'exporter sa production. Le céréalier également. C'est-à-dire que pour les agriculteurs, le protectionnisme, c'est pas l'alpha et l'oméga. Or, Marine Le Pen a au cœur de son programme la question de la sortie de la politique agricole commune. Et ça effraie un certain nombre de paysans qui, eux, sont bien avec le système des subventions actuelles. Autrement dit, on voit bien que, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça permet d'éclairer aussi l'ambiance d'aujourd'hui. Certes, elle a été bien accueillie, c'était manifeste, mais en même temps, il n'y a pas eu d'enthousiasme, il n'y avait pas d'applaudissements, ce qui veut dire qu'elle est encore au milieu du gué. Si elle veut que sa percée se transforme en raz-de-marée, elle va devoir aussi adopter des discours, on va dire, moins caricaturaux, plus modérés, plus nuancés. Et là, elle va perdre le sel de ce qui attire les mécontents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on avait, en résumé, la contradiction que Marine Le Pen va être obligée de surmonter si elle veut l'emporter en 2017. Merci beaucoup, Marcelo Vesfrid, pour votre analyse. Il est 22h30 pile. Tout de suite, le repère de l'actualité avec Paul Bouffard. Face à la contestation, Manuel Valls garde son cap. Après le report de la présentation du projet de loi El Khomri, le Premier ministre a jugé exagéré le terme de reculade. Devant les sénateurs, tout à l'heure, il a réaffirmé son souhait de réformer. On l'écoute. Le retrait du texte, non. Son amélioration, oui. Ses principes et ses axes, bien sûr, parce que c'est nécessaire pour le pays. Plus de liberté pour les entrepreneurs, plus de protection pour les salariés, dans un monde économique qui a changé, vous devez vous en rendre compte, avec l'ubérisation d'une partie de notre économie. Et enfin, parce que c'est là où il y a un débat de fond, et moi je souhaite que nous l'ayons tranquillement, sereinement, mais avec beaucoup de détermination et de conviction dans le pays. Voulons-nous répondre à ces jeunes qui sont au chômage, à ces précaires qui ne trouvent pas d'emploi, à ces chômeurs de longue durée? Nous voulons protéger les salariés, mais ma conviction, c'est que nous devons être capables aussi, Madame la sénatrice, de répondre à tous ceux qui ne trouvent pas un emploi. C'est le sens de ce projet de loi. Et moi, j'ai la détermination, dans l'écoute, dans la responsabilité, mais de le mener jusqu'au bout, parce que le pays a besoin de cette réforme. Chez les socialistes au Sénat, cette réforme du travail est en train de creuser un fossé entre proches de François Hollande et partisans de Manuel Valls. Les clivages sont de plus en plus visibles. Nathalie Guilloire. Les frondeurs sont rares chez les sénateurs socialistes et pourtant des voix s'élèvent contre le projet de loi El Khomri, y compris chez les fidèles de François Hollande qui réclament un changement de méthode. La bataille de l'opinion elle est perdue, mais moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est de revenir dans les faits, tout simplement au texte en lui-même et au travail que nous devons faire les uns et les autres. En ligne de mire, la stratégie de Manuel Valls, elle ne convainc pas, à l'exception des partisans du Premier ministre. Prendre 2 semaines de dialogue supplémentaire, c'était utile et nécessaire et moi je salue la décision du Premier ministre. Et ce délai supplémentaire, Manuel Valls va le mettre à profit pour tenter de rassembler sa majorité. Une visite chez les sénateurs socialistes est prévue mardi prochain. En bref, Bruno Retailleau, le patron des Républicains au Sénat, demande une commission d'enquête sur les chiffres du chômage. Il veut tenter d'expliquer la multiplication de bugs sur le calcul de ces statistiques. Bruno Retailleau accuse le gouvernement de mettre en place des dispositifs destinés à baisser artificiellement les résultats. Toujours au Sénat, adoption du projet de loi création et patrimoine, un texte modifié par les sénateurs qui prévoit notamment l'adaptation des droits d'auteur aux nouvelles technologies. Autre aspect du texte, la modernisation de la protection du patrimoine. Écoutez Catherine Morin-Desailly, la présidente de la Commission de la Culture au Sénat. Un apport majeur, comme la majeure partie des groupes et la MIS l'ont reconnu. Ça a été le sens de notre travail, d'améliorer la loi sur des points extrêmement précis. Par exemple, le patrimoine, la protection du patrimoine s'inscrit à la fois dans une modernisation du système de protection, des commissions consultatives, des dénominations aussi de zones à protéger et en même temps garantir un seuil de protection qui était jugé très insuffisant dans le texte initial du gouvernement. Donc nous avons fait un travail de fond qui, je crois, va perdurer au-delà de la navette, un travail qui a été apprécié. Enfin, je vous le rappelle, nous sommes le 1er mars et c'est habituel à cette date chaque année. Certaines choses de votre quotidien changent, prix du gaz ou encore tarif des taxis. Tour d'horizon avec Clotilde Hazard.
Parmi les changements dans le quotidien des Français, d'abord une bonne nouvelle pour les ménages. La baisse du prix du gaz, environ 3,3% selon l'utilisation. Autre nouveauté au niveau bancaire, le PEL est automatiquement prolongé d'1 an. Dès aujourd'hui pour ceux ouverts après cette date et à compter du 1er juillet pour les autres. Du côté de Pôle emploi, les nouveaux chômeurs pourront s'inscrire en ligne. Plus besoin donc de prendre rendez-vous en agence. Quant aux salariés, ils verront leur fiche de paie simplifiée. Les entreprises pourront la mettre en place dès aujourd'hui. Elle deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en janvier 2018. Autre changement cette fois pour le porte-monnaie des Parisiens. Ils pourront se rendre en taxi à l'aéroport à des tarifs fixes, entre 30 et 55 € selon le lieu de départ et l'aéroport. D'autre part, réserver un taxi ne coûte plus que 4 € au lieu de 7 et le supplément pour la prise en charge d'animaux ou de bagages est supprimé. On prend tout de suite la direction des États-Unis. C'est le Super Tuesday, le Super Mardi, une date clé dans la course à la Maison-Blanche. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, c'est un Super Tuesday qui pourrait bien, dans le camp républicain, consacrer une large victoire et un tremplin à Donald Trump avant la primaire générale. L'Amérique, du moins une partie des États-Unis, est en train peut-être de faire du roi du business le roi de la politique. Alors comment en est-on arrivé là? Et puis, côté démocrate, est-ce que ce sera le grand soir pour Hillary Clinton qui a retrouvé, on peut dire, un second souffle dans sa campagne? Mais est-ce que cela va durer? Le débat et l'analyse avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, les enjeux, c'est avec Clotilde Hazard. 12 États appelés à voter le même jour. C'est le Super Tuesday. Étape cruciale pour les prétendants à la Maison-Blanche. Les électeurs de ces États vont désigner leurs candidats à l'élection présidentielle. Pour le moment, seuls ceux de l'Iowa, du New Hampshire, du Nevada et de la Caroline du Sud ont voté. L'occasion pour les candidats favoris de se démarquer face à leurs concurrents. Côté républicain, c'est Donald Trump qui mène la danse après 3 victoires consécutives. Seul Ted Cruz, candidat de la droite évangélique, vainqueur en Iowa, et Marco Rubio, porté par le Parti républicain, pourrait empêcher sa victoire. Côté démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton et le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, font la course à l'investiture. L'ex-première dame part avec une longueur d'avance, victorieuse en Iowa, dans le Nevada et en Caroline du Sud. Le Super Tuesday ne signe cependant pas la fin des primaires. Tous les États restants doivent encore voter avant les conventions nationales qui désigneront les candidats en juillet. Et nos invités pour en parler ce soir, Marjorie Paillon, bonsoir et bienvenue, journaliste à France Culture, journaliste également à France 24. Vous avez l'habitude de commenter l'actualité américaine et vous présentez aussi l'émission Tech 24. Merci de nous accompagner. Soufiane Al-Sabak, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste de la politique américaine, en particulier du Parti républicain, auteur notamment de la Nouvelle Droite américaine aux éditions Démopolis. Avec nous ce soir, Gérald Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, vous êtes journaliste, consultant en communication et médias, auteur du blog France-Amérique, auteur de nombreux ouvrages sur les États-Unis. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans les détails de la campagne, je voulais avoir votre sentiment sur la campagne médiatique, déjà américaine, Soufiane Al-Sabak. En zappant sur les chaînes américaines depuis de nombreux jours et de nombreuses semaines, on a l'impression de ne voir que lui, qu'on n'a Dieu que pour lui. Lui, c'est Trump. Est-ce que c'est le cas? On ne voit que lui. Son coup était vraiment très préparé, ça il faut le noter. C'est pas quelque chose qui est connu en France, mais dès 1987, Donald Trump a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal. Et dès 1987, il écrit dans ce livre, pour gagner free media attention, de l'attention gratuite de la part des médias, say outrageous things, dites des choses outrageuses. Et c'est exactement ce qu'il s'applique à faire depuis 8 mois. Et voilà pourquoi on ne voit que lui sur toutes les chaînes américaines aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'il réussit plutôt bien son coup. C'est vrai que, notamment sur ces dernières semaines, quand vous allumez la télé, vous ne pouvez pas passer à côté de Donald Trump. Il y a pas mal de simulations de temps d'antenne qui ont été réalisées par des sites très respectueux, notamment Real Clear Politics, et qui démontrent que, évidemment, Donald Trump a quasiment 3 fois plus d'audience, en tout cas de temps d'antenne accordé que les autres candidats. Donc on ne peut pas passer à côté de lui. Après, il part du principe que c'est sa personnalité, que c'est en effet ces interventions totalement outrageantes qui vont créer le media news cycle. C'est-à-dire qu'il domine en effet ce cycle médiatique parce que, à force de dire des énormités, forcément tout le monde veut les commenter, en tout cas les écouter. Mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne nouvelle à la fois pour les médias et pour la politique américaine. Mais c'est ça ce qui nous surprend, c'est malgré ses outrances, ses dérapages, encore là, il ne dénonce pas le soutien que lui apporte Monsieur Duke, c'est David Duke, voilà, qui est l'ancien chef du Ku Klux Klan.
Il s'amuse même des talents littéraires de Mussolini, etc. Et au contraire, on a l'impression que ça grossit la vague qui le porte. Oui, parce qu'il a écrit le bouquin en 1987, mais il n'est devenu candidat qu'en 2016. C'est passé presque 30 ans depuis. Il a essayé plusieurs fois d'être candidat et il s'est rendu compte très vite que c'était pas le bon moment. Là, il a saisi le bon moment. C'est-à-dire que Donald Trump répond aussi à une vraie colère, à une vraie exaspération de la part de l'électorat. On peut dire des choses outrageantes, mais la plupart du temps, elles font que vous vous cassez la figure. Donald Trump il ne se casse pas la figure parce que on ne lui en veut pas de les dire, parce que le problème, c'est que beaucoup de ce qu'il dit, un certain nombre d'Américains le pensent et n'ose plus le dire. Donc il a rencontré ce lien avec cet électorat. Aujourd'hui, l'électorat est lancé, on a une machine qui est en route, et la victoire appelant la victoire, il gagne État après État, et il est très bien parti pour... Je ne veux pas faire de comparaison, mais on pourrait même presque dire que c'est la rencontre entre un homme et... Bah oui, en tout cas, c'est un homme et un moment. Un moment, on va dire. Un homme et un moment. Parce qu'on remarque du côté démocrate qu'il y a également cette exaspération. Bernie Sanders ne devrait jamais être aux 40% qu'il est ou qu'il a été. Il représente un courant qui existe aux États-Unis, mais qui est limité au campus universitaire, à une certaine gauche libérale confortable, qui représente peut-être 5 à 10% de l'électorat démocrate, certainement pas les 40% qu'il a pu obtenir, ou plus même dans le New Hampshire. Oui, mais un électorat jeune démocrate, et c'est là où ça fait toute la différence pour le coup, parce que autant le Parti démocrate a bien préparé ce qu'on appelle sa base électorale et surtout a bien préparé justement le futur de son électorat à pouvoir être entraîné par des candidats, autant le Parti républicain ne l'a pas fait ce travail-là. Et la vraie problématique avec cette future nomination de Donald Trump, parce que même si ce soir, il va falloir sortir les calculettes ou être très fort en calcul mental, mais a priori, côté républicain, Donald Trump sera, ou devrait être en tout cas très largement vainqueur. Il y a quand même quelque chose chez Donald Trump qui est compliqué. Quand on décrit une Amérique assiégée, telle qu'il l'a décrit, une Amérique va-t-en-guerre, telle qu'il l'a décrit, vous pensez réellement aujourd'hui que l'Amérique est à ce point-là assiégée, qu'elle est à ce point-là va-t-en-guerre? Il parle en fait au plus Il parle à des perceptions. Oui, il parle à des perceptions, mais il ne parle pas de faits. Il y avait un formidable show de John Oliver qui s'appelle Last Week Tonight, il y a 2 jours, où John Oliver fait un travail vraiment factuel pour le coup, alors très drôle aussi parce que ça a été notamment un des acolytes de Jon Stewart, mais où John Oliver, avec des éléments factuels, démontre point par point toute la carrière de Donald Trump et tout ce que Donald Trump peut énoncer. Mais pour le moment, il est là, en haut de la vague. Il y a quelque chose qui nous interpelle, ce Fenel Sabag. Est-ce que ça jette aussi une lumière crue sur l'état du camp et du parti républicain? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce que voilà un candidat qui va sans doute émerger dans ce camp-là et qui ne représente pas peut-être ce camp, ni sur le plan économique, ni... politique. Et le plus grand paradoxe peut-être, c'est que vous avez face à Trump 2 candidats, Cruz et Rubio, qui sont des candidats républicains par excellence. Free market, de la religion, du conservatisme. Marco Rubio a voté plus conservateur que 77% de ses collègues sénateurs. Ted Cruz est le sénateur le plus conservateur du Sénat américain. Donc voilà, c'est des candidats républicains, pur jus, idéologiquement pur, en quelque sorte. Alors que Donald Trump, c'est tout sauf ça. Donald Trump, il ne nous a pas parlé de free trade. Il nous a parlé de bâtir des murs. Il nous a parlé de mettre plein de tariffs, de lever les droits de douane contre la Chine, etc. C'est tout sauf du républicanisme en termes d'idéologie. C'est vraiment du nationalisme, du nativisme. Le parti est au bord de l'explosion, pour 2 raisons. La première, c'est que Donald Trump donc, est en train d'être placé par les électeurs en tête de la course et de devenir le futur candidat républicain. Or, il est rejeté à la fois par l'établissement du parti et il est rejeté par plus d'1 tiers des électeurs qui disent qu'ils ne voteront jamais pour lui, no matter what, comme on dit en anglais. Donc c'est un gros problème que d'avoir un candidat quand son propre parti le rejette au moins jusqu'au tiers. Deuxième situation, si jamais ils arrivent à faire en sorte que ce ne soit pas Donald Trump qui emporte la nomination, rien n'empêcherait le bonhomme de partir avec ses troupes et de mener une candidature indépendante. Auquel cas, on se retrouverait en novembre avec 3 candidats, 2 du côté républicain. Et puis, 3e rébellion, c'est qu'on parlait un petit peu de contenu, de free market, de ce qui fait le républicanisme. Il y a aujourd'hui un mouvement conservateur qui est représenté par des revues comme la National Review ou bien le Weekly Standard, qui ont déjà condamné Trump depuis le début, mais qui essayent de dire ce n'est pas un conservateur,
conservateur, il n'est pas de chez nous, il n'a rien à faire ici. Donc on a vraiment un parti qui est en train malheureusement d'éclater et de partir dans toutes les directions. J'ai lu dans le New York Times, c'est un papier passionnant et qui dit que l'élite de ce camp républicain a même essayé d'empêcher Trump, fait des réunions secrètes pour voir s'il est possible de faire sortir un autre homme, une autre femme d'ailleurs, pour le concurrencer, même s'il gagne bien la sûr, primaire. non, mais bien sûr, parce que ce qui se joue là, politiquement. Ce qui est extrêmement compliqué, ce qui se joue là, moi je ne voudrais pas être Reince Priebus aujourd'hui, être le patron du RNC et devoir devoir gérer aujourd'hui avec mes super délégués et avec les délégués qui représentent mon parti cette non-future nomination de Donald Trump. C'est très compliqué. Ce qui se joue en effet, c'est l'implosion tout simplement du Parti républicain d'une part et d'autre part le fait de se dire qu'à un moment donné, il faut que ce parti se ressaisisse. Surtout ce que là pour le coup le Parti républicain a en tête, c'est les projections qui sont faites pour l'élection générale du mois de novembre et les chiffres se resserrent mais sont à peu près clairs. A priori, si l'élection se jouait maintenant, Hillary Clinton serait gagnante en majorité contre Donald Trump. Par contre, si Hillary Clinton devait affronter Marco Rubio ou Ted Cruz, ce serait Rubio ou Cruz qui sortirait gagnant. Donc il y a vraiment une notion de perish or die qui se joue là avec la nomination de Donald Trump pour l'ensemble du parti. Et Sofiane El-Sabag, en plus, dites-moi si c'est le cas, je parle sous votre contrôle, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une émulation d'idées dans le camp républicain, contrairement au camp démocrate. Entre Bernie Sanders et Hillary Clinton, malgré tout, il y a un niveau de débat qui est assez structuré. Qui est assez faible côté républicain, ça c'est très clair. Vous avez quelqu'un qui communique uniquement en 140 caractères, à l'écrit comme à l'oral. Ça c'est une vérité. Quand vous regardez les discours de Donald Trump, il n'y a aucune construction rhétorique quelconque. C'est impressionnant en fait. Et il parle à une Amérique qui souhaite un candidat qui parle comme lui. Oui. Rien d'autre. Peu importe si Ted Cruz ou Marco Rubio sont les seuls aujourd'hui à avoir peut-être une chance de battre Hillary Clinton. Ils veulent un candidat qui soit fidèle à ses principes, à son image et à ce qu'est l'Amérique, on va dire, de l'origine historique, celle du XXe siècle. Tout cela est très vrai. Il n'a pas la rhétorique, mais par contre, il a les troupes. Parce qu'il y a un phénomène qu'il faut absolument observer depuis le début de la campagne des primaires, c'est que côté républicain, la participation est supérieure à celle des années passées, entre 20 et 50%. Donc Trump amène de nouveaux électeurs au parti. Je vous rappelle qu'en 2012, Romney a perdu de 5 millions de voix. C'était 65 millions contre Romney, 60. sur lequel vous avez écrit un livre passionnant, je crois. Est-ce qu'on peut le comparer d'ailleurs? Parce que Mitt Romney... Trump et Romney? Non. À part le fait qu'ils sont tous les deux très riches, mais que Trump l'est beaucoup plus, non, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est pas du tout les mêmes milieux, Boston, New York, c'est pas les mêmes éducations, Harvard, et voilà. Donc c'est pas les mêmes personnages. Et d'ailleurs, il est formidable de voir que par sa rhétorique très populiste, Donald Trump arrive à effacer le fait qu'il soit milliardaire et qu'il se soit énormément enrichi, alors qu'on a beaucoup critiqué Romney d'avoir fait de la finance et d'avoir gagné de l'argent. Là, on ne le reproche pas du tout à Trump. Au contraire, on considère que c'est une forme de succès. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc les républicains sont persuadés qu'ils ont les troupes pour gagner l'élection. Il suffit qu'ils mettent en face de Hillary Clinton un candidat qui est acceptable au plus grand nombre et ils vont remporter la Maison-Blanche pour la première fois depuis 2000 et la première fois depuis 6 ou 7 scrutins. Le problème, c'est que est-ce que Trump sera susceptible d'amener suffisamment de troupes pour gagner lors de l'élection générale? Dans le cadre républicain, il en amène beaucoup, mais est-ce que ça suffira à l'arrivée? C'est très intéressant, ça, ce qu'il apporte aussi finalement au camp républicain, Donald Trump. Là, pour l'instant, en tout cas, c'est assez compliqué de pouvoir concevoir, de pouvoir en tout cas approcher vraiment ou de dégrossir l'idée de ce qu'il apporte au camp républicain, si ce n'est évidemment, encore une fois, que les médias portent beaucoup plus leur analyse en ce moment sur le Parti républicain que sur le Parti démocrate, ce qui laisse du coup le Parti démocrate très libre pour pouvoir faire sa course de son côté, Hillary Clinton, pour pouvoir emporter les États qu'elle devait emporter tranquillement. En tout cas, ce qui est intéressant, je pensais tout à l'heure que vous parliez d'autres troupes, en fait. Je pensais que vous parliez de l'armée américaine, parce que là aussi, il y a eu une sortie très intéressante cette semaine, parce que les polémiques commencent à s'accumuler, évidemment, pour Donald Trump. Et Michael Hayden, qui est quand même juste l'ancien patron de la CIA et de la NSA, dit de façon très simple qu'aujourd'hui, l'armée américaine, si elle devait avoir un Commander-in-Chief, Donald Trump, serait tout à fait en droit de ne pas suivre ses ordres. C'est-à-dire que typiquement, quand Donald Trump prône le waterboarding,
quand il prône la torture à tout usage contre les terroristes, quand il demande même qu'on puisse éliminer d'un coup d'un seul les familles des terroristes, ces ordres sont illégaux. Ces ordres sont tout simplement illégaux et l'armée américaine serait tout à fait en droit de ne pas suivre les ordres d'un commandant. Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas, selon vous, Sofiane El-Sabah? Non. C'est très juste. Je pense qu'effectivement, la vraie question, c'est est-ce que Donald Trump apporte quelque chose en novembre? On peut comparer ça à Obama en 2008, qui avait apporté un vent de fraîcheur avec des électeurs qui n'avaient jamais voté, des jeunes, des hispaniques, des afro-américains. Tout à fait dans l'autre sens, Donald Trump peut mobiliser des électeurs qui ne sont plus du tout intéressés par la politique, qui n'y croient plus, qui sont désabusés, qui se sentent abandonnés, et notamment dans les États du Sud qui vont voter ce soir dans le cadre du Super Tuesday. Donc c'est difficile de chiffrer l'impact de la mobilisation que Donald Trump pourrait susciter en novembre s'il était le nominé républicain. Je pense qu'à ce stade, il faut quand même aussi garder son sang-froid. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux campagnes aux États-Unis. Vous avez la campagne des primaires et vous avez la campagne pour l'élection générale. C'est un petit peu comme en France, on se fait élire d'abord par les extrêmes et puis après on revient vers le centre lors de l'élection générale. Vous voulez dire on se permet des outrances, des dérapages. On se permet des excès de langage que l'on corrigera après. Et pour l'instant, il n'y a pas de véritable scrutiny, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire que personne n'est allé examiner de près les propos, oui, mais le programme de M. Trump, non. D'ailleurs, son programme est tellement maigre qu'on n'a pas grand-chose à examiner. Mais je pense que s'il se dirige vers la nomination, on en saura beaucoup plus là-dessus demain. Je pense que vous avez parfaitement raison. Il va remporter l'essentiel des États, peut-être pas le Texas, peut-être pas le Minnesota, mais il aura quand même une grande avance. Il aura suffisamment d'élan pour continuer à partir de là. Mais s'il s'avère que ce serait lui qui obtiendrait cette nomination, je pense que l'on verrait un certain nombre de cadres du parti venir derrière et commencer à corriger. Monsieur Rudolph Giuliani, ancien maire de New York, a des réunions régulières avec lui. On a vu que donc Chris tout ça Christie va s'affiner après. Voilà, on va rendre le personnage un petit peu plus présentable. Et puis ce qu'il sera comme président, s'il l'était, à mon avis, n'aurait absolument rien à voir avec les propos qu'il tient en campagne. Donc vous l'envisagez, pour vous, c'est totalement envisageable. Qu'il arrive, qu'il accède à la Maison-Blanche. Mais c'est totalement envisageable. C'est toute la difficulté de cette élection. Si on imagine un match entre Hillary Clinton et Donald Trump, il faut vraiment comprendre que vous n'avez pas un démocrate contre un républicain. Vous avez un démocrate contre un nationaliste. Oui. Et on ne sait pas aujourd'hui chiffrer à quel point le nationaliste peut prendre des voix aux démocrates, peut mobiliser une base qui n'est plus intéressée par la politique, etc. On entre totalement en terrain. Donc s'il y a un duel Hillary Clinton et Donald Trump, Hillary Clinton va lui reprocher ses outrances, ses dérapages, mais finalement, ça sera peut-être derrière lui, puisqu'il va gommer tout cela. Donc ça va être un petit peu un candidat insaisissable pour elle. S'ils sont face à face, Marjorie Paillon, ça va être compliqué? Oui, ça va être compliqué surtout. À un moment donné, ça va être aussi compliqué d'expliquer les relations que la famille Clinton a pu avoir à un certain moment avec la famille Trump. Tout ça va revenir forcément à un moment donné. C'est-à-dire que quand Donald Trump était seulement... Oui. Exactement, pour la fondation Clinton notamment. Et c'est normal à un moment donné parce que dans ces milieux-là, les milieux d'affaires et les milieux politiques, forcément surtout aux États-Unis, font du charity business qui les amène à travailler ensemble à un moment donné. Donc tout ça va ressortir à un moment donné. C'est ce qui est aussi très compliqué et finalement assez inédit dans cette configuration, c'est que on le dit souvent sur ce plateau, mais on nous prédisait un match des héritiers. Finalement, on finit par arriver avec un match totalement inédit, avec en effet un candidat qui pourrait, malgré le fait de remporter de façon mathématique une nomination, soit-elle républicaine, faire candidature seul en tant qu'indépendant. Et puis il y a aussi... s'il était évincé. Absolument, s'il était évincé. Il y a aussi l'alternative Michael Bloomberg, qui pour l'instant, à ma connaissance, ne s'est pas encore totalement prononcé sur sa candidature. Il a fait les études et qu'elles n'ont pas été très concluantes. Il y a deux élections dont il faut se souvenir. La première, c'est 92. Souvenez-vous de 92, c'est Bill Clinton, c'est le mari d'Hillary qui est élu. Et quand il est élu, il a en face deux candidats républicains. Il y a George Bush et il y a Ross Perot qui mène sa candidature indépendante. Donc là, on pourrait avoir encore une fois, cette fois ce serait l'épouse qui remporterait une course à trois, parce que s'il y a deux candidats côté républicain, c'est évidemment Hillary Clinton qui passe. L'autre élection dont il faut se souvenir, c'est celle de Ronald Reagan, en 1980. Oui, alors, parce qu'on va parler à nouveau des Reagan démocrates. On va parler de tous ces gens. Il y a aussi des petits blancs, il y a aussi une petite classe moyenne qui est en train d'être déclassée, qui perd du terrain, parce que l'économie américaine, malgré tout, elle tout saute un tout petit peu. Même si on a le plein emploi, on n'a pas du tout les revenus qu'on avait à une époque. Comme elle, ici en France, on aimerait, mais
aimeraient avoir quelque chose d'encore mieux que cela. Mais il y a donc des gens côté démocrate qui iront voter pour Donald Trump. Les républicains le savent très bien, Hillary aussi le savent très bien. C'est pour ça que l'élection, même si on se dirige vers un match Clinton-Trump, elle n'est pas jouée d'avance du tout en faveur d'Hillary Clinton. Parlons d'elle, Sofiane El-Sabag. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même un déclic chez elle? Je la regardais pour son meeting, je crois que c'était avant-hier dans l'Arkansas, où elle a passé près de 18 ans, ou 20 ans de sa vie avec Bill Clinton, qui était gouverneur. Elle était étonnamment à l'aise pour une fois dans cette assemblée, avec une assemblée afro-américaine. On avait l'impression qu'elle était chez elle, c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic comme ça qui fait que ça y est? La détente est vraiment, elle est indispensable, cette détente, ce franc-parler de la part d'Hillary Clinton, parce que Hillary Clinton a un vrai problème, c'est qu'en 2016, elle a sans aucun doute le CV le plus complet pour un candidat ou une candidate à la présidence. Hillary Clinton est là depuis 25 ans. Ce que vous dites, ça me fait penser à ce qu'on disait de Laurent Fabius, qui avait l'un des plus beaux CV de la République. Exactement. Et qui n'a pas atteint le Graal. Pour lui, oui. Et ici, on est dans une situation un peu similaire. Hillary Clinton est une très très bonne candidate, c'est une excellente candidate. Faire front face à Bernie Sanders, le challenge qui lui a été proposé par la gauche du Parti démocrate, faire front face à ça, c'est très fort. Et aujourd'hui, peut-être que fin mars, Hillary Clinton sera en position d'être officiellement la candidate démocrate. Et ça, il y a un mois, rien n'était certain. Donc Hillary Clinton est une très bonne candidate, c'est une professionnelle, mais ça lui joue des tours. Ça lui joue des tours parce que Hillary Clinton, on ne l'aime pas. Elle est trop fade, elle est trop mécanique, elle est trop robotique. Et ça, face à Donald Trump, c'est un parallèle très très intéressant si jamais les deux candidats... Son CV peut être un peu trop rempli justement pour le poste. Il va commencer à devenir quand même un espèce de paradoxe absolu. Mais c'est vrai que chez Hillary Clinton, on revient sur cette formule des héritiers. Ce qu'on voulait surtout pas avoir, c'était ce match des héritiers en réalité de la part de l'électorat américain. C'est ce qu'on voit aujourd'hui vraiment dans la façon dont la configuration de cette course à la nomination a complètement changé mois après mois. La vraie problématique d'Hillary, ça va être en effet de savoir dépasser ce qu'elle a fait, de savoir dépasser finalement ce carcan d'ancienne première dame, d'ancienne secrétaire d'État et à un moment donné transporter les foules. C'est ça le vrai enjeu, le vrai pari pour elle. Elle a essayé de le faire en tout début de campagne avec ce clip. Il y a encore du chemin, mais finalement, de toutes les façons, ce qui sera fondamentalement, comme d'habitude, déterminant, ce sera l'attitude des électeurs indépendants. Est-ce que les électeurs indépendants vont faire un choix de raison? Parce que, encore une fois, dans les projections qui sont faites actuellement, si on re-regarde cette analyse Clinton ou ce match Clinton contre Trump, l'écart n'est pas si immense que ça entre les deux candidats, même si Clinton pourrait l'emporter face à Donald Trump. La question est de savoir si les électeurs dans ces cas-là font un choix de raison ou pas pour les 4 prochaines années. Est-ce que vous avez déjà vécu du haut de votre expérience, Tara, oui, j'imagine que oui, vous allez me dire chaque élection est particulière, mais on a l'impression que celle-ci, quand même, elle est pétrie de suspense. Il peut y avoir des coups. Vous dites un troisième candidat, ce serait quand même assez inédit. Celle-ci, elle est distrayante, on va dire. Elle est aussi préoccupante peut-être pour l'avenir parce qu'il y a quand même des choses assez nouvelles. La candidature Trump est relativement inédite, on va le dire, dans sa forme, dans la personnalité. On connaît très bien le processus, il y a toujours des surprises, il y a toujours des personnages qui émergent qu'on n'attend pas. Mais Trump, personne ne l'aurait vu là où il est aujourd'hui il y a 9 mois, même il y a 6 mois, et on ne sait pas comment l'arrêter. Par contre, pour revenir à Hillary Clinton, parce qu'elle est aussi intéressante, vous parliez de ce petit déclic, Hillary Clinton a gagné. Je pense que demain... en toute logique, Bernie Sanders, on verra les résultats. Mais même si mathématiquement, elle ne sera pas assurée encore d'avoir la nomination, elle est pratiquement assurée d'arriver en tête dans toutes les courses qui vont se dérouler jusqu'à la fin du scrutin. Monsieur Sanders va gagner le Vermont, il va gagner le Minnesota, le Colorado, voilà. Elle aura tout le reste. Donc ça, elle le sait. Et c'est pour ça que maintenant, vous parlez de ce déclic, elle est relaxe, elle peut déjà se focaliser sur le mois de novembre et elle voit le camp d'en face qui est en train de se déchirer et elle est ravie. Pour conclure, Sofiane El-Sabag, et quand est-ce que Barack Obama va intervenir un peu plus dans cette campagne? Pour l'instant, c'est compliqué. Il ne peut pas s'engager dans la primaire démocrate. Mais évidemment, une fois que Hillary sera de facto la candidate, il faut s'attendre à voir Barack Obama intervenir très largement dans cette campagne. Ce sera un soutien de poids, on imagine. Ce sera évidemment un soutien de poids. Il complète très bien Hillary Clinton. Essayer de mobiliser les jeunes, essayer de mobiliser la base hispanique, les Afro-Américains, qui sont déjà bien derrière Hillary, mais essayer d'apporter cet élan populaire, comme il a su le faire en 2008 et 2012. Ce sera peut-être moins efficace une troisième fois, mais Hillary Clinton aura clairement besoin du conclusion.
réaction, Marjorie Paillon puis Gérald Oui, Olivier. non, pour cette raison-là, en effet, à partir du moment où la nomination sera sécurisée, le président pourra se permettre d'intervenir. Il ne peut pas le faire avant, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, notamment de procédure de nomination. Après, est-ce que cet apport par deux fois président Obama pourra aider Hillary? J'en suis pas si certaine que ça, parce que ce qui se joue, surtout, encore une fois, j'en reviens à cet échiquier électoral, cette sociologie électorale, c'est vraiment de savoir comment, aujourd'hui, en 2016, l'Amérique se divise quand elle va voter et comment est-ce que les projections sont faites de la part de chaque parti. Et ça, c'est très compliqué pour l'instant. Un mot pour conclure. Oui, juste un mot. Ce sera spectaculaire. Parce que souvenez-vous que Trump était d'un des meneurs du mouvement qui demandait le certificat de naissance d'Obama. Il a été parmi les birthers, comme on appelait ça en anglais. Obama s'est gentiment fichu de lui lors d'un dîner de la presse. Donc si c'est Trump qui est le candidat des Républicains, il y aura des étincelles entre les deux. Donc, ce sera spectaculaire. Merci pour ce débat passionnant. Merci à vous. La suite de votre émission, et c'est l'heure à présent bien d'une parenthèse avec la folle histoire des lois. Vous le savez, on revient sur la naissance et l'évolution d'une loi ou d'un règlement, et on le fait de façon décalée. Regardez. Mais c'est marqué là, Monsieur le Président. Article L146.1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce et de la pêche. Je n'invente rien. Par chance, aujourd'hui, nous avons des lois écrites. Mais autrefois, c'était les usages, les coutumes non écrites qui tenaient lieu de loi. Chaque province avait ses propres coutumes. Il était parfois périlleux de se déplacer d'un lieu à un autre, puisque quelques kilomètres parcourus et déjà les règles changeaient. Ainsi, en traversant une rivière, le fils légitime pouvait tout d'un coup devenir illégitime. Hors de ma vue, bâtard! Qu'est-ce que tu fais du môme, là? Compliqué pour une famille recomposée de partir en vacances. Afin de vérifier l'existence de ces règles coutumières, les juges interrogeaient une turbe, groupe de 10 anciens chargés de rendre un avis unanime sur le contenu de la règle. Messieurs de la turbe, considérez-vous cet enfant comme légitime? Non, c'est un bâtard et c'est notre dernier mot, juge Jean-Pierre. Mais la turbe ne constituant qu'un seul témoignage, Louis XII imposa que le juge fût éclairé par 2 témoignages, c'est-à-dire 2 turbes. Beau désordre aux audiences. On entreprit, à partir du XIIIe siècle, de mettre par écrit les coutumes. Mais la rédaction des coutumiers ne fut pas chose facile et dura près de 3 siècles. Bon, donc on est bien d'accord, hein? Si un homme ramasse un fruit dans le verger du voisin, le fruit lui appartient, c'est bien ça? Ah bah oui. Ah bah si, ah bah oui. Ah bah oui. La Révolution française abroge le droit coutumier. Désormais, seule la loi écrite et votée par les représentants du peuple fera foi. Hélas, depuis 2 siècles, le nombre de lois, de décrets, d'arrêtés en tout genre n'a cessé d'augmenter. Et dans certaines affaires, les avocats, pour convaincre les juges, sont même contraints de faire appel à des professeurs de droit. Si j'ai bien compris, messieurs les agrégés, l'article 146.1 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ne s'applique pas. Ah bah non. Bah, enfin, monsieur, est-ce que vous avez entendu... Je vous rappelle rien. Voilà pour cette parenthèse. Il est 23h. Le rappel des principales informations, c'est avec Paul Bouffard. Manuel Valls recevra les partenaires sociaux le 7 mars prochain. Des rencontres pour tenter de calmer le jeu sur la réforme du travail. 2 jours avant la grande journée d'action du 9 mars. Le Premier ministre a aussi décidé de repousser son déplacement à cette date dans le Pacifique pour, dit-il, mieux mener ses concertations. L'opposition à ce texte ne cesse de grandir désormais. Ce sont les étudiants et les lycéens qui s'en mêlent. Les principales organisations de jeunesse ont appelé aujourd'hui à la mobilisation pour ce fameux 9 mars. Journée noire partout en France. Stéphane Amalian. Ils disent non au projet de loi El Khomri. Plus de 20 organisations de jeunesse ont donné une conférence de presse ce matin. Objectif, faire front commun contre un projet qu'ils jugent inacceptable. La précarité, ce n'est pas pour nous. La précarité à vie, nous la refusons et nous souhaitons le retrait de ce projet de loi. Une position radicale défendue par les syndicats étudiants, les groupes féministes et le mouvement Jeunes Socialistes. Le président du MJS était présent ce matin. Il défend sa vision du socialisme très éloignée de celle du gouvernement.
Je ne sais pas si je suis un frondeur, en tout cas je suis un socialiste qui se sent à l'aise quand il défend ses convictions et quand il défend ce pourquoi nous nous sommes battus pendant des années. Une présence remarquée par les jeunes du NPA qui attendent un engagement réel de la jeunesse du Parti socialiste. Aujourd'hui, si les MJS souhaitent mobiliser, qui mobilisent, tout en entendant le message qui est celui de la jeunesse et qui va être celui de la rue, celui des assemblées générales, qui n'est pas de s'arrêter en route, mais de réellement faire reculer le gouvernement et de réellement porter enfin nos propres intérêts. Une manifestation d'ampleur est prévue le 9 mars. La CGT a déjà décidé de participer au rassemblement initié par la jeunesse. Ce front syndical étudiant rappelle celui du mouvement contre le CPE. C'était il y a 10 ans et la mobilisation avait fait reculer le gouvernement. Deuxième jour d'évacuation à Calais, dans la zone sud du bidonville. Le démantèlement a repris dans un calme apparent. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a répondu ce matin aux violences de la veille. L'activisme d'une poignée de militants extrémistes ne changera rien à la détermination de l'État. Cette opération va se poursuivre avec calme et méthode. Une place sera donnée à chacun, a dit le ministre de l'Intérieur. En bref, les départements acceptent de négocier le financement du RSA. Jeudi, Manuel Valls a proposé que l'État prenne en charge cette ressource. Aujourd'hui, l'Assemblée des départements de France a mandaté une délégation pour discuter avec le gouvernement des futures modalités de gestion de l'allocation. 10 heures de visite au Salon de l'Agriculture. Marine Le Pen est venue aujourd'hui mesurer sa popularité auprès des agriculteurs en pleine crise de l'élevage. Une visite plutôt réussie pour la présidente du Front National, Quentin Calmet. Une foule compacte se presse pour croiser Marine Le Pen et lorsqu'elle parvient enfin à s'extraire de la masse de caméras, l'accueil est plutôt cordial de la part des éleveurs. Dans le discours de la présidente du Front National, pas de mystère. Il faut le dire, on est en guerre avec Bruxelles. Il y a un responsable à la crise actuelle. Il faut maintenant engager un violent bras de fer avec Bruxelles. Parce que pour sauver la peau des éleveurs et des agriculteurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan. Ça, c'est une évidence. L'Europe, grande responsable de la crise donc, c'est le message martelé par tous les responsables frontistes présents sur le salon. L'objectif, c'est avant tout d'obtenir un statut dérogatoire sur le modèle de ce qui a pu être obtenu par l'Angleterre ou même par le Danemark. C'est-à-dire de renégocier les traités et évidemment, dans le cadre de ces traités, la question agricole sera au premier plan pour éviter le dumping social et fiscal extrêmement sauvage que nous subissons de la part des pays intra-européens. Les agriculteurs qui ont pu s'entretenir avec Marine Le Pen adhèrent pour la plupart à son discours, même s'ils restent méfiants. On a un très bon sentiment, c'est le discours qu'elle tient, c'est ce qu'on veut entendre, hein. Voilà, c'est ce que l'on pense au quotidien. Par contre, par la suite, on veut du concret, parce que Marine Le Pen, on ne connaît pas quoi, forcément, et voilà, on veut du concret. Les agriculteurs qui expliquent vouloir discuter avec tous, y compris les élus FN. Révision constitutionnelle. Les sénateurs ont débuté aujourd'hui leurs auditions préparatoires en vue de l'examen du texte à partir du 16 mars au Sénat. Ils ont reçu Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, a fait le point sur la déchéance de nationalité pour les bi et mononationaux. On l'écoute tout de suite. On voit bien que les personnes qui ont la double nationalité sont dans une situation différente des personnes qui ont une seule nationalité, la nationalité française. Bon. Donc il y a une vraie différenciation, qu'en revanche, les personnes nées françaises, elles, sont dans la même situation que les personnes qui ont acquis la nationalité française. Et par conséquent, englober ces deux catégories de personnes dans une même mesure de déchéance n'est pas de nature à poser problème au regard du principe d'égalité. Et c'est une habitude, chaque 1er mars, vous le savez, de petits changements interviennent dans votre quotidien. Prix du gaz ou encore tarif des taxis, tous les détails avec Clotilde Lazare. Parmi les changements dans le quotidien des Français, d'abord une bonne nouvelle pour les ménages. La baisse du prix du gaz, environ 3,3% selon l'utilisation. Autre nouveauté au niveau bancaire, le PEL est automatiquement prolongé d'1 an. Dès aujourd'hui pour ceux ouverts après cette date et à compter du 1er juillet pour les autres. Du côté de Pôle emploi, les nouveaux chômeurs pourront s'inscrire en ligne. Plus besoin donc de prendre rendez-vous en agence. Quant aux salariés, ils verront leur fiche de paie simplifiée. Les entreprises pourront la mettre en place dès aujourd'hui. Elle deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en janvier 2018. Autre changement cette fois pour le porte-monnaie des Parisiens. Ils pourront se rendre en taxi à l'aéroport à des tarifs fixes, entre 30 et 55 € selon le lieu de départ et l'aéroport. D'autre part, réserver un taxi ne coûte plus que 4 € au lieu de 7 et le supplément pour la prise en charge d'animaux ou de bagages est supprimé.
Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et quelques hebdos ce soir. On va commencer, Paul, avec les Échos. Le quotidien de l'économie revient sur la crise de l'élevage, lait, porc. La distribution plaide non coupable. Les négociations annuelles sur le tarif du lait viennent de s'achever. Le prix du lait est maintenu. Les Échos soulignent que, pointé du doigt, la grande distribution renvoie aujourd'hui la balle dans le camp des industriels. Et puis notez cette information, plus fort que Concorde, un avion supersonique silencieux. C'est le nouveau rêve des Américains. La NASA a demandé la conception d'un appareil de transport de passagers capable d'embarquer 12 personnes de Paris à Washington en 3 heures seulement. Il devrait être abordable et écologique. On passe à Libération. La une du journal très anxiogène, Sonia. La Tour Eiffel, les Invalides, Paris sous les eaux, Paris coule-t-il? S'interroge Libé. Face aux crues de la Seine, l'Île-de-France n'est pas prête, dit le journal. La crue du siècle aura bien lieu un jour. Un exercice aura lieu lundi prochain pour au moins limiter les dégâts. Et puis c'est une interview exclusive demain dans Le Parisien. Nicolas Sarkozy parie que la loi El Khomri ne verra jamais le jour. Dans un entretien au Parisien, l'ancien chef de l'État exprime son scepticisme sur les chances de ce projet de loi. La montagne accouchera d'une souris, a-t-il dit. Nicolas Sarkozy s'attaque à François Hollande. Il lui reproche d'avoir menti aux Français. Un hebdomadaire à présent, c'est le 1 d'Éric Fotorino. Exactement. Pourquoi les primaires s'interroge le journal. C'est la dernière invention de nos démocraties. Partis et médias en raffolent, dit le 1. Ces primaires, une mode ou un piège pour les politiques. Le 1 s'appuie sur des exemples étrangers pour mettre en perspective le cas français. On découvre ensemble, Paul, la couverture de l'Express avec le philosophe Michel Onfray en couverture. Faut-il brûler Michel Onfray? Islam, politique, philosophie. L'Express souligne que l'homme s'est retiré du débat public après les attentats de novembre. Michel Onfray va bientôt sortir 2 livres en même temps. Dans ce numéro, l'hebdo veut jauger les idées du philosophe. Que vaut la pensée Onfray? À lire dans l'Express demain. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. On arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À suivre, ce sont les moments choisis de l'émission politique de la rédaction. Preuve par 3, l'invité ce soir, c'est Xavier Belin, le président de la FNSEA, en plein salon de l'agriculture. Vos autres rendez-vous, c'est demain, Territoire d'info avec le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Et je vous retrouve avec plaisir à 22h avec Paul Bouffard pour nos débats, décryptage et l'invité du grand entretien demain. Ne le ratez pas, ce sera la cantatrice et femme engagée Barbara Hendricks. Merci à vous, belle et douce fin de soirée en notre compagnie.